Bonjour et bienvenue au podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie. Nous sommes de retour en force pour une deuxième saison. Aujourd'hui, on est en présence de Émilie Valois et Nathalie Brisebois, deux ergothérapeutes qui travaillent présentement dans le domaine de la thérapie de la main. Et c'est justement ce dont on va parler ce soir. Donc, Émilie travaille maintenant comme ergothérapeute, évidemment, au Centre de la main du CHUM. Et elle contribue également à l'enseignement clinique à l'Université de Montréal, toujours au sujet de la thérapie de la main. Nathalie Brisebois, pour sa part, travaille au Centre professionnel d'ergothérapie, une clinique privée qu'elle a également cofondée, thérapie de la main, et elle contribue également à l'enseignement à l'Université de Montréal dans ce domaine. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, mesdames, avant qu'on se lance dans la discussion. Émilie, je te laisse la parole. Bien, merci pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Moi, en fait, je suis ergothérapeute. J'ai gradué en 2004 à l'Université de Montréal. J'ai toujours su que je voulais venir en ergothérapie. En fait, la thérapie de la main, je l'ai connue un peu avant même de faire mon choix pour devenir ergothérapeute. J'avais, en fait, côtoyé des ergothérapeutes par le biais de proches qui avaient des blessures à la main, donc j'avais été exposée un petit peu à ça. Et j'avais, mes deux parents travaillent dans le domaine dentaire et avaient des troubles musculo-squelettiques et j'avais lu une publication de Julie Mars et peut-être une collègue de Nathalie Brisebois qui avait publié dans un journal de l'Ordre des ergots, pas de l'Ordre des ergots, mais de l'Ordre des hygiénistes dentaires à propos des TMS chez cette profession-là. Fait que ça m'avait vraiment orientée pour l'ergo. Donc, je savais que je voulais faire ça. Moi, durant mon parcours, je n'ai pas eu la chance de faire de stage en thérapie de la main, mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Et à ma graduation en 2004, en fait, j'ai commencé ma pratique plus en milieu privé, en clinique privée vraiment spécialisée en main, où j'ai été accompagnée parce que j'avais suivi le cours de la même université, mais je n'avais pas le bagage, en fait, toute l'expérience clinique. Donc, j'ai travaillé là pendant à peu près 8 ans. Et après ça, mes histoires d'amour m'ont amenée dans l'Ouest canadien où j'ai en fait travaillé 2 ans comme ergothérapeute là-bas, plus dans un milieu de soins aigus, dans un centre hospitalier. Et là, j'ai travaillé plus avec la clientèle grand brûlé. Et finalement, je suis à mon retour au Québec, il y avait une opportunité là, dans un centre hospitalier qui était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. À l'époque, il y avait un remplacement. Et donc, en thérapie de la main. Et j'ai travaillé quelques mois là. Et il y a un poste qui s'est affiché au CHUM en thérapie de la main. Donc, la possibilité de travailler avec une équipe. J'étais seule à l'époque à Maisonneuve. Donc, le fait de travailler avec une équipe au CHUM, ça m'a interpellée. Puis, je suis là depuis ce temps-là. Et bon, j'ai des étudiants. Et puis là, maintenant, j'enseigne avec Nathalie là, à l'Université de Montréal le cours de la main. Alors, on se connaît bien. Oui. Excellent. Bien, bienvenue, Émilie. Merci. Je te laisse la parole, Nathalie, pour nous parler de ton parcours, de ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Je suis contente d'entendre qu'Émilie a lu un article qu'on avait écrit pour l'Ordre des hygiénistes dentaires, parce que quand on écrit ces genres d'articles-là, on a toujours l'impression que ça ne va pas se lire. Donc, tu vois, je l'ai lu. Ah, mon Dieu, ça a eu un impact. Alors, moi, j'ai gradué de l'Université McGill au siècle dernier, comme je me plais souvent à le dire. J'ai gradué en 90. Puis à ce moment-là, moi, quand j'ai gradué, quand j'étais à l'université, j'étais certaine que je voulais faire de la pédiatrie. J'ai fait un stage en pédiatrie, puis je me suis dit, oh my God, c'est pas vrai que je vais toujours avoir les genoux sales pour le reste de ma carrière. Alors, j'ai décidé de m'en aller en psychiatrie, santé mentale. J'ai fait un stage en santé mentale. Puis là, le phénomène de la porte tournante où j'avais vu des jeunes, j'étais avec une clientèle qui était plus de jeunes schizophrènes, qui étaient nouvellement diagnostiqués. Puis quand j'étais retournée quelques mois plus tard dans le milieu pour aller voir les gens avec qui j'avais fait mon stage, puis j'avais revu des jeunes patients qui étaient un peu dans les mêmes conditions qui étaient au moment où moi j'étais en stage, ça m'avait amené à me questionner beaucoup. Fait que bref, éventuellement, j'ai eu une opportunité d'ouvrir le service d'ergothérapie en plastie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Fait que j'ai relevé ce premier défi-là de travailler avec une équipe il était 7 chirurgiens de la main, chirurgiens plasticiens. Et puis, j'étais là pendant 10 ans. Ça a été 10 années extraordinaires. Dans le processus, j'ai décidé d'ouvrir avec des collègues
le centre professionnel d'ergothérapie, une clinique privée. Parce qu'en thérapie de la main, on en reparlera plus tard, mais je pense que c'est hyper important de se faire former, d'aller chercher de l'information régulièrement parce que c'est un milieu qui est très dynamique et que les choses bougent beaucoup. Puis dans le réseau, je n'arrivais pas à satisfaire ce besoin-là d'aller chercher de la formation. Fait qu'entre autres, j'ai ouvert la clinique privée pour ça. Et puis, depuis l'an 2000, je suis là à temps plein. Donc, la clinique aura bientôt 30 ans. Puis, j'ai toujours travaillé qu'en thérapie de la main. Puis, il y a quelques années, j'ai commencé à donner le cours là, sur les orthèses, confection d'orthèses. Puis ensuite, le cours thématique en 3e année de la thérapie de la main. Puis, depuis 5 ans, je donne le cours au niveau de la maîtrise sur la thématique des problématiques de la main. J'ai toujours été impliquée dans l'Association canadienne des thérapeutes de la main, au niveau de l'ordre aussi, au niveau pour essayer de faire avancer le plus possible le domaine de la thérapie de la main avec les chirurgiens de Montréal, puis avec les thérapeutes, pour essayer d'encourager aussi ce milieu-là à prendre de l'expansion. Puis, depuis 2016, je fais aussi des missions à l'étranger là, qui des fois... en tout cas, qui me satisfont beaucoup puis qui me permettent de m'éclater un peu là, sans toutes les lourdeurs administratives des fois qu'on peut avoir là, quand on est dans notre quotidien. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est vraiment intéressant d'en savoir plus sur vos parcours. J'avais une question pour vous concernant la thérapie de la main de manière générale. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se demander en quoi la thérapie de la main, c'est une expertise qui se rapproche de l'ergothérapie et non plus qui pourrait ressembler à d'autres professionnels, par exemple la physiothérapie. C'est sûr que quand on voit des cas en aigu, on a souvent, puis je pense que les gens ont beaucoup l'idée que la thérapie de la main, c'est beaucoup biomécanique, puis que c'est pas mal juste ça. Mm-hmm. C'est vrai que souvent, ça va commencer avec une approche qui va être plus biomécanique. Qu'est-ce qui est différent? Mais éventuellement, les mains, on s'en sert pour la fonction de différentes façons, que ce soit dans nos loisirs, dans notre travail, dans nos AVQ, nos AVD, dans toutes les sphères de notre vie, les mains prennent une place pour s'exprimer, pour faire des signes. Et donc, pourquoi est-ce que l'ergothérapie, c'est plus l'ergothérapie, admettons, que la physio? Moi, je pense que la porte d'entrée en thérapie de la main, en ergo, c'est beaucoup l'approche avec les orthèses. Mm-hmm. Les gens, après la chirurgie, vont avoir besoin souvent d'une immobilisation quelconque. Puis, au Québec, puis même au Canada, on ne peut pas avoir une certification qui nous permet de faire un peu comme aux États-Unis ou ailleurs dans d'autres pays, où là, on fait un peu une combinaison d'ergo et de physio, parce que ce que ça veut dire, c'est que les physios vont utiliser des modalités que nous, au Québec, on ne peut pas utiliser parce que c'est des actes réservés. Quand on parle de modalités, on peut parler d'ultrasons, on peut parler du TENS, on peut parler de l'iontophoreuse. En tout cas, il y a différentes choses que nous, on n'est pas en mesure d'utiliser par la loi. Ça nous interdit. Il y a probablement des choses qui vont changer là, dans les années à venir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est interdit. Et donc, même si on fait une certification, on va chercher une spécialisation, on ne peut pas toucher à ces systèmes-là. La même chose aux États-Unis, quand les physios font leur certification, ils vont faire les orthèses. Mais ici, les orthèses sont encore faites par les ergos, puis les modalités sont encore faites par les physios. Fait que souvent, je pense que la porte d'entrée, c'est vraiment les orthèses qui nous permettent de voir ces types de clientèle-là. Puis après ça, étant donné qu'on est tellement dans le fonctionnel, c'est comme ça suit son chemin, puis ça va de soi là, que ce soit les ergothérapeutes qui vont probablement faire plus de thérapie de la main que les physios. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. C'est comme tu dis, la main, c'est la fonction. Fait que je pense qu'on est en tant qu'ergothérapeute, on est bien habilité pour adresser tous les problèmes fonctionnels en lien avec la main. Puis moi, je me considère, oui, moi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais les deux, on est très spécialisés. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Puis je me considère avant tout comme une ergothérapeute que quand le patient vient me voir, pour une problématique X, que j'adresse de manière très biomécanique, reste que c'est une personne qui vient me voir,
qui a une réalité, qui vit dans un environnement X. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui vivent dans la rue, qui ont une blessure à la main. Ça peut être une femme enceinte, une personne âgée. Fait que même si des fois, je dois appliquer un protocole de traitement, mais reste que c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Puis, ultimement, c'est ça, ce qu'on veut, c'est de les amener à être fonctionnels. Mais c'est sûr qu'on a, oui, une lunette très, très biomécanique, on a des connaissances quand même avancées en anatomie, puis en processus de guérison. C'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de savoir en thérapie de la main, au niveau du savoir, des savoirs au niveau anatomie et du savoir-faire au niveau des orthèses qui sont vraiment à la base de la thérapie de la main. Puis après ça, ben, on reste des ergothérapeutes, puis on traite des gens qui n'ont pas juste une blessure à la main, mais qui ont une réalité aussi. Puis avec ce que vous nous dites, j'ai 2 questions. D'abord, j'aimerais préciser, une orthèse, c'est quoi? Puis c'est quoi la différence avec une prothèse? Oui. Ça, on entend tout le temps nos clients. Là, ma prothèse, je l'ai oubliée chez nous. Orthèse. Une orthèse, en fait, une prothèse, c'est plus facile ça va remplacer un membre. Donc, prothèse à la main. Donc, les gens qui sont amputés vont avoir une prothèse. Une orthèse, ça va accompagner. C'est un peu pour... je cherche mon mot. Supporter, immobiliser, corriger. Corriger, c'est ça. Donc, ça va supporter. Donc, c'est quelque chose qu'on va moulé dans un matériel généralement thermoplastique. Il y a d'autres types de matériaux qui voient le jour, mais c'est ça, on est encore dépendant au plastique qui n'est pas très écologique. Mais bon, il y a d'autres matériaux qui le sont plus maintenant, mais c'est ça. Donc, ça fait partie des habiletés plus techniques qu'on a, tout comme les orthésistes. Mais nous, dans le fond, l'orthèse fait partie de nos modalités. Et la recommandation d'orthèse va venir d'une évaluation approfondie qu'on va avoir fait, puis on va l'adapter selon les besoins du client. Donc, voilà. C'est ça. Puis tandis que l'orthésiste, ben, à la base, c'est un technicien, c'est un cours au niveau du cégep. Et donc, eux, on va leur donner des informations, donc confectionner tel type d'orthèse, mais la raison pour laquelle l'orthèse est confectionnée ou oui, si on a besoin d'une orthèse d'immobilisation du poignet, ils vont comprendre que ça immobilise le poignet, mais tout ce qui est la logique derrière, puis le port, jour, soir, nuit, si une orthèse de correction, combien de temps qu'ils vont la porter, l'orthésiste n'est pas formé pour donner ce type d'informations-là. Et donc, c'est pour ça que nous, en ergo, ben, on va des fois demander, ou en tout cas, on va confectionner des orthèses qui peuvent être un peu... inhabituel, mais c'est parce qu'on a vraiment un but précis. Puis c'est ça, comme on disait, soit des fois, ça va être de corriger un déficit, corriger un doigt qui ne plie pas suffisamment ou qui ne se redresse pas suffisamment, ou améliorer les fonctions, que ce soit du poignet, que ce soit du coude. Et aussi, sinon, ben, comme tu disais, là, de supporter et d'immobiliser. Mm-hmm. La prothèse, en ergo, on ne fait pas la confection de prothèse. Là, ça, c'est vraiment fait par les orthésistes. En tout cas, je ne connais pas d'ergo qui font des prothèses. Des fois, on se lance, on est créatif, puis en attendant la dite prothèse, on peut puis de plus manigancer quelque chose. Puis avec les imprimantes en 3D, là, c'est vrai que des fois, on a accès à des plans, puis on va l'essayer, mais c'est ça, c'est vraiment temporaire parce que il y a un peu trop de filage, puis c'est un peu trop lourd. Mais donc, généralement, ça va être ça. Les prothèses vont être faites plus par les prothésistes. Parfait. Tantôt, on a parlé un peu des différentes personnes qui peuvent être touchées par la thérapie de la main, que il y a toute une personne derrière ça, mais justement, c'est quel type de personnes qu'on peut retrouver dans la thérapie de la main? C'est quoi les principaux motifs de référence pour ces personnes-là? Donc, la clientèle qu'on va traiter finalement. Mm-hmm. C'est sûr que est-ce qu'on parle selon notre milieu de pratique? Moi, je travaille en centre hospitalier de soins aigus. C'est un centre tertiaire, fait qu'on a des cas complexes à l'hôpital. Fait que nous, par exemple, on va recevoir des cas de réimplantation. On a une unité de réimplantation. Fait que des cas... on peut aussi avoir des cas
on est dans un quartier où il y a beaucoup d'itinérance. Fait qu'on va avoir des gens qui ont des plaies infectées, qui vont avoir des syndromes de compression. Donc, des fois, on peut être sollicité à aller sur les étages pour les voir. Mais généralement, on va travailler de près avec les chirurgiens de la main et aussi les rhumatologues au CHUM, mais surtout les chirurgiens, et qui vont nous référer des cas variés, que ça peut aller à des fractures, lacérations nerveuses, tendineuses, amputations. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus de trauma, je dirais, ou des chirurgies électives, disons, pour un remplacement d'une articulation, une fusion suite à un problème d'arthrite, par exemple. Donc, pas mal ma clientèle, je dirais. Même, on a même des cas aussi qui... des fois, des gens qui ont des neuropathies qui peuvent être variées, qui peuvent être dues à une tumeur, être dues à un cancer. On a le centre de cancérologie, fait que des fois, on a des gens qui ont des neuropraxies. Fait que là, on va les voir à l'étage. Fait qu'on a une clientèle variée en clinique externe, mais aussi à l'hospitalisation. Moi, je suis... quand j'étais à l'hôpital, c'était un peu le même genre de clientèle, là. Peut-être qu'on voyait un peu plus des cas aussi de toutes les hits, là, les tendinites de ce monde. Oui. En clinique privée, c'est variable en fonction de la clinique privée aussi. Donc, nous, au bureau, on est une équipe de 10 ergothérapeutes. On en a 5 qui faisons du membre, ce qu'on appelle du membre supérieur. Et dans le type de clientèle qu'on va voir, ça va être, chez nous en tout cas, on va voir des cas en aigu, un peu comme à l'hôpital. Ils vont avoir été opérés à l'hôpital, puis ensuite, ils vont être vus à la clinique externe. Donc, après la chirurgie, quelques jours après, le médecin va le voir à la clinique externe, il va réévaluer le patient, et puis là, soit qu'il va l'envoyer à l'interne, donc à l'hôpital, ou sinon, soit qu'il va l'envoyer en externe dans une clinique privée, entre autres chez nous. Fait qu'on va voir des cas aussi aigus qu'on peut voir à l'hôpital. C'est sûr que s'ils ont besoin des services à l'interne, donc pendant qu'ils sont hospitalisés, bien là, clairement, là, c'est pas nous qui les voyons. Ce qu'on voit de plus en plus, nous, au privé, c'est des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Et donc, on a un monsieur qui se blesse à un doigt la fin de semaine ou la semaine, puis il n'a pas le goût d'aller attendre à l'urgence pendant des heures. Les cliniques de sans rendez-vous, il a essayé de se trouver un rendez-vous, il n'a pas été capable. Puis là, pour différentes raisons, il est allé sur Internet, puis il a trouvé une clinique qui a une expertise en thérapie de la main. Alors là, il se présente chez nous. Fait que de plus en plus, on va voir ces types de cas-là. Donc, des cas vraiment qui n'ont pas eu de rayon X, qui n'ont pas vu de médecin, puis là, ils viennent nous voir, puis ils disent, bien là, essayez de nous aider, puis voir ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Il y a toutes sortes d'avenues là, qu'il faut... des précautions à prendre avec cette clientèle-là, parce que en physiothérapie, ils peuvent prescrire des rayons X simples, mais nous, en ergo, actuellement, on milite pour ça, mais là, on ne l'a pas encore. On ne peut pas encore prescrire de rayons X simples. Mais bref, donc ça peut être le genre de clientèle qu'on va voir directement parce qu'en ergothérapie, pour être vu, on n'a pas besoin d'une prescription d'un médecin. Fait que des gens, ils vont juste se présenter, puis nous, on va les voir, on va les évaluer. En clinique privée, on voit probablement plus de la clientèle arthritique, arthrosique, qui ont été vus soit par leur médecin de famille puis qui ont besoin d'être dirigés en ergothérapie pour les aider dans leur quotidien. Fait que c'est une clientèle avec qui on va passer à travers différents sujets, mais entre autres, on va regarder si c'est des gens qui ont besoin de la confection d'orthèses, encore là, pour supporter les aider dans les activités au quotidien, supporter une articulation, supporter le poignet. On va aborder avec eux tout ce qui est les besoins en aide technique. Fait que, on va regarder dans leur travail, on va faire un peu de l'ergonomie au travail pour s'assurer qu'ils sont dans une position optimale selon leur atteinte. Puis, je pense qu'à l'hôpital, là, tu peux nous le dire, c'est toi qui va pouvoir le confirmer, mais il y a des délais d'attente qu'on a moins en clinique privée parce que si moi, je vois qu'il y a beaucoup de besoins, j'ai la possibilité d'engager quelqu'un puis m'assurer qu'il y ait le plus de services qui est donné pour voir le plus de clientèle possible pour répondre à aux besoins de la clientèle, là. Alors, tout ce qu'on voit, là, les tendinites
ou les gamers qui ont des faiblesses dans le bras, puis que là, ils ne comprennent pas que ça fait 8 heures qu'ils sont sur leur tablette ou je ne sais pas trop, là, leur manette, puis que là, ils ont mal au bras, ben ils ne vont pas aller à l'hôpital parce que c'est trop long de voir un spécialiste, puis ensuite avoir accès à l'ergo, puis à l'ergo, ils vont être vus, ils vont être mis sur une liste d'attente. Ben, ils vont être vus rapidement là, dans les cliniques privées. Fait que je pense que c'est peut-être ça un peu qui diffère un peu dans la clientèle. Je trouve ça intéressant de voir comment il peut autant y avoir des jeunes, des personnes très âgées, des gens qui ont des maladies chroniques, lorsqu'on parle d'arthrite, d'arthrose, par exemple, des gens qui ont un trauma, quelque chose de grave, quelque chose de vraiment pas grave, ben, moins grave. Ouais. Mais tout ça pour dire, ça me fait réaliser la diversité, vraiment, qu'il y a non seulement que chaque personne est différente, mais qu'également la blessure à la main ou la condition au membre supérieur est également très variable. Ouais. Puis ce qui est intéressant, puis ça, c'est nouveau depuis quelques années. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant parce que, oui, ça fait longtemps que j'ai gradué, mais je suis encore, malgré que ça fait 34 ans, encore aujourd'hui, il faut que j'explique c'est quoi l'ergothérapie. Puis ça, je trouve ça très triste, là. Mais par contre, nous, on a beaucoup de références de médecins de famille. Alors ça, c'est les médecins de famille qui vont nous dire, bien, vous avez une expertise dans le membre supérieur, en thérapie de la main. Alors, ils vont référer leurs patients à nous, puis ils vont écrire évaluation et opinion, s'il vous plaît. Ça, on ne voyait pas ça il y a même 5 ans. Et donc, puis à l'hôpital, vous n'avez pas ce type de référence-là. Là, ça vient plus des spécialistes, c'est ça. Mais ça, je trouve ça génial parce que je me dis, bien, chez les plus jeunes médecins, ils commencent à connaître plus c'est quoi l'ergothérapie. Donc ça, c'est vraiment... Puis c'est toujours très approprié, là, les types de clients qui nous envoient. Fait que ça, c'est comme yes. Enfin, on va apprendre à se faire connaître. Puis les gens, quand ils nous découvrent, parce qu'ils n'arrivent pas chez nous, il y en a qui ont une condition chronique, mais il y en a qui arrivent chez nous après un trauma. Puis l'ergothérapie, je ne savais pas que ça existait. La thérapie de la main, c'est tellement niché ou tellement quelque chose de très spécialisé. Les gens ne savaient pas que ça existait. Fait qu'ils sont surpris de nous rencontrer, de nous connaître. Puis on leur demande de propager la bonne nouvelle après. Oui, mais pas trop pour nous parce que la liste d'attente, on va les envoyer chez vous. Correct, on va les accepter. Puis je pense que même pour les étudiants qui arrivent, qui ont choisi l'ergothérapie, plusieurs ne savent pas en entrant que la thérapie de la main peut être une spécialité. Oui. Peut-être juste faire attention avec le mot spécialité. Je vais juste vous reprendre parce que cette fois toujours, on travaille dans un contexte professionnel, légiféré par un ordre professionnel. Alors, effectivement, on a une expertise. On a une expertise. Moi, ça me gêne toujours. Je me dis spécialité, c'est comme chose c'est plus modeste, mais tu peux avoir une spécialité seulement si tu es un médecin expert, un médecin spécialiste, je me trompe. Mais on n'a pas le droit d'utiliser le terme spécialiste. Alors, nous, on a une expertise. Je trouve ça plus gênant de dire que j'ai une expertise parce qu'il me semble que je me mets à un autre niveau, mais c'est légalement correct. Donc, mais ça m'amène à une autre question, en fait, juste de clarifier. Lorsqu'on gradue comme ergothérapeute, après la maîtrise professionnelle, il n'y a pas de cours supplémentaires nécessaires pour avoir justement son expertise en thérapie de la main et pouvoir aller travailler dans ce domaine-là? Non. Fait que c'est sûr que, comme moi, je me cite en exemple pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un stage en thérapie de la main, mais c'est sûr que de faire... Mais je pense que maintenant, il y a un petit peu plus... Toi, tu donnes, Nathalie, certains cours là, en 2e, 3e année qui vont parler un petit peu de la thérapie de la main, mais c'est sûr que ceux qui prennent le cours option à la maîtrise, c'est un gros plus. Ça donne beaucoup de bagages, ne serait-ce que pour se référer. Après ça, bien, le savoir-faire au niveau des orthèses, ça, c'est souvent ça qui est quelqu'un qui ne l'a pas pratiqué. Reste qu'on le pratique un petit peu à l'université, mais en arrivant, c'est toujours un petit peu une montagne au début. Mais, non, mais on parlait qu'il y avait une formation qui était requise ou, une fois qu'on a gradué, mais non, effectivement. Mais je pense que ce que je disais tantôt, c'est que la thérapie de la main, c'est un milieu qui évolue très rapidement. Donc, c'est dans notre fleur, là, hein, quand on est à l'université, là, on a différents, qu'on a le rôle d'expert, puis le rôle d'érudit, puis Fait que moi, en tout cas, de ce que je connais de l'ergothérapie, je pense que la thérapie de la main, c'est peut-être un des milieux où on a besoin de se former de façon très régulière ou de se tenir au courant ou pour différentes raisons, mais entre autres aussi, c'est parce qu'on peut
vraiment porter préjudice à un patient. Mais tu sais, si on a quelqu'un qui est opéré, puis là, comme on disait, la majorité de nos patients ont une chirurgie quelconque, si tu le manipules avec trop de vigueur ou tu ruptures les tendons, tu brises la fracture, ça peut avoir des impacts qui vont être vraiment importants. Et donc, pour éviter d'apporter un préjudice à notre patient puis s'assurer de lui donner les meilleurs soins, bien, je pense que c'est vraiment un milieu où la formation continue, on en boit, là, on est toujours avide d'aller en chercher. C'est un milieu aussi où il y a beaucoup de formation qui est offerte gratuitement. On a un groupe d'intérêt de la main à Montréal, puis maintenant, c'est avec les Zooms et tout ça, c'est offert à plein de gens à travers le Québec. On est une communauté quand même. Oui. On se connaît, tu sais. C'est quand même un petit monde, la thérapie de la main. Puis maintenant, on est un petit peu plus connectés à cause des réseaux sociaux. Mais pour venir à ta question, je pense qu'au début, quand on veut, si on veut aller en thérapie de la main, effectivement, puis on n'a pas eu la chance d'avoir, on a fait le cours, on n'a pas eu la chance d'avoir un stage au début. C'est sûr, la courbe est plus grande. Puis je pense qu'il faut être bien. Idéalement, c'est d'être accompagné, tu sais, si on va aller travailler là-dedans, de ne pas partir en solo en thérapie de la main. Je pense que ça serait plus difficile. Quoique, peut-être que ça se fait maintenant avec justement la avec connexion, le mentorat avec aussi. le mentorat, les réseaux sociaux qui sont... Ça peut être possible. Plus qu'avant, plus qu'on pense peut-être, d'avoir un accompagnement à distance. C'est ça, puis s'assurer d'avoir quelqu'un à qui on peut se référer rapidement et facilement. Oui. C'est pour tous les savoirs spécifiques, parce que les étudiants, vous graduez, vous êtes ergothérapeute, vous savez comment approcher un patient. Tout ça, c'est là, tu sais. Fait que ça, c'est acquis, mais c'est juste tous les savoirs plus spécifiques qui sont vraiment moins là au début. Mais c'est normal. Quand on commence, nos orteils sont pas belles. On est toujours en train d'aller dans nos livres. On est toujours en train d'appeler notre collègue. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Puis encore aujourd'hui, je fais encore ça. Là, je me pose des questions. Puis parce que ça évolue, comme disait Nathalie. Les connaissances sur le corps humain, les nouvelles techniques, les nouvelles approches, c'est toujours en constante évolution, mais dans tout, là. Mais particulièrement dans notre, je pense que oui. Dans notre domaine. Puis surtout parce que les chirurgies, on dit souvent que la chirurgie, les gens qui subissent une chirurgie de la main, il y a 50 de la récupération, de la réussite, c'est le chirurgien. Puis l'autre 50 c'est la réadaptation qui vient après. Fait que, pas se mettre trop de pression sur ses épaules, mais quand même. Fait qu'il faut connaître nos affaires, mais c'est sûr qu'au début, c'est normal, on est moins bon, puis il faut l'accepter. Puis c'est une passe, puis on persévère. Puis quand on aime vraiment ce qu'on fait, je pense que ça aide. Moi, je me demandais un peu, on a parlé un peu qu'on collabore avec les neurochirurgiens, mais autre que ça, c'est qui les autres professionnels avec qui on peut collaborer dans la thérapie de la main, puis comment ça fonctionne un peu la communication avec ces autres professionnels-là? Tu as dit neurochirurgien, pas vraiment, mais chirurgien plasticien ou chirurgien plastique. Ou orthopédiste. Fait au niveau médical, on travaille les médecins de famille, tu disais, chirurgiens plastiques qui vont... C'est ça, orthopédistes, rhumatologues, physiatres aussi. Sinon, je collabore beaucoup avec des collègues ergothérapeutes. Des fois, on se transfère des cas. J'envoie des cas de l'hôpital qui vont en clinique privée. Je travaille avec les infirmières aussi. Les physiothérapeutes aussi. On travaille en équipe, des fois, pour des patients qui ont des suivis. Et même, je dirais, avec d'autres collègues ergothérapeutes aussi. Moi, à l'hôpital, des fois, on est consulté. Le patient, mettons, il est hospitalisé, une personne âgée qui est hospitalisée en gériatrie pour une chute. Elle est en délirium, mais elle a aussi une fracture à la main. Fait que là, mes collègues me consultent pour la thérapie de la main, plus l'aspect plus spécifique de la main. Fait que ça peut aller jusque-là, la collaboration entre ergo, c'est le fun. Je rajouterais peut-être aussi les psychologues. Oui. Parce que les gens qui ont des traumatismes, qui ont des traumas importants, vont avoir des traumatismes aussi souvent importants au niveau de la santé mentale. Alors, on a souvent des contacts réguliers avec les psychologues. On commence à avoir plus de contacts avec les psychoéducateurs aussi. Oui.
moins, parce que je pense en tout cas, nous, on fait la clientèle adulte, puis avec les psychoéducateurs, on les voit plus avec la clientèle plus jeune. Mais on a aussi, c'est ça, psychoéducateurs, on commence à voir ça, puis ça, c'est vraiment intéressant. En clinique privée, on fait aussi, on voit beaucoup les clients qui vont être sur la CNESST, donc les organismes payeurs qu'on appelle, donc les accidents de travail ou les accidents de la route. Et on va avoir donc souvent des contacts avec les conseillers, qui appellent les conseillers en réadaptation de ce client-là en prévision d'un retour au travail ou pour voir pourquoi est-ce que c'est long, est-ce que ce patient-là a un potentiel de retourner travailler. Fait que ça, c'est souvent des discussions qu'on a de façon régulière avec les différents conseillers. C'est peut-être juste ça que je rajouterais par rapport à la liste, là, effectivement, que tu as décrit. Mais je dirais que probablement ceux avec qui on intervient le plus, c'est probablement les chirurgiens plastiques. Les chirurgiens, oui. Ouais. Pour toi aussi. Oui. Mais définitivement plus les plasticiens. Oui, c'est ça.